Et cette génération qui est, vous voyez le poème d'Éluard auquel je fais référence, et cette génération qui est la mienne, 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants, un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion. Un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même. Je suis frappé d'une chose, c'est que... si vous voulez, on parle des codes, on parle des lois. Le problème des lois que je mentionnais, c'est que tant qu'elles ne sont pas mises en application, on ne les voit pas bien advenir. Mais enfin, il reste un réel sensible, un réel qu'on peut toucher. Et par exemple, les policiers en tenue de Goldorak partout. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour, je traversais la place de la République. Et je vois, pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes, Steve Maya-Canisso. Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvus d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute en rafale ou à coup par coup. Et en voyant ça qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire? Et ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. Oui. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet. Ça n'est rien. Évidemment, on n'est pas la Turquie, on n'est pas encore l'Égypte de l'effarant Al-Sisi, mais nous sommes déjà dans un pays dans lequel notre idée absolument transcendante de la liberté qui doit céder à tout le reste, cette idée-là a disparu à cause de cet arbitrage entre la liberté et la sécurité. Donc ça, déjà, c'est quelque chose avec quoi il faut rompre. Maintenant, il y a eu aussi autre chose avec quoi il faut rompre, c'est l'idée d'en accuser le gouvernement. Enfin, le gouvernement, les gouvernements. Alors, cela dit, malgré tout, c'est vrai que ça répond à une demande sociale. C'est vrai qu'il y a une demande sociale très forte de sécurité, parce qu'elle est comme ça. Nos régimes ont été fondés sur le fait qu'il fallait garantir les libertés, parce que si on ne les garantissait pas, la demande de sécurité était toujours la plus forte et allait toujours l'emporter. C'est ce qu'explique Hamilton, c'est ce qu'expliquait Jefferson, c'est ce que les constituants pensaient au XVIIIe siècle. Les digues par lesquelles nous maintenions ces libertés ont progressivement sauté dans la période récente. Ce qui me frappe personnellement, c'est que, réserve faite de l'horreur des attentats, elles ont sauté alors que nous étions affrontés à des époques bien moins difficiles que celles de nos prédécesseurs. Quand Michel Debré a écrit la Constitution de la Ve République en 1958, il l'a écrit en maintenant les droits de l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, à l'époque où c'était la guerre d'Algérie, où il y avait 3 attentats par jour, et où des soldats français mouraient au combat. Et c'était Michel Debré, qui n'était pas le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Vous reprochez aujourd'hui au gouvernement d'avoir fait rentrer dans le droit commun les mesures d'exception de l'état d'urgence. Ça va au-delà du gouvernement. Ce qui me frappe, c'est ce qui a disparu, au fond, c'est cette idée de la liberté comme valeur première. Vous savez, Maritain dit très très bien quelque chose dans un texte publié pendant la guerre. Il dit, au fond, il faut regarder attentivement ce que disent les hommes politiques. Quand un homme politique vous dit « la liberté, certes, mais la sécurité, oui », ce qu'il vise, c'est la sécurité seulement. Quand un homme politique vous dit « la sécurité, certes, mais la liberté », ça veut dire qu'il préfère la liberté. Depuis 30 ans maintenant, nous entendons « la liberté, oui », mais la sécurité. Ce qui veut dire la sécurité d'abord. Dans ce mouvement, j'ai vu, comme tous les gens de ma génération d'ailleurs, j'ai vu disparaître la gauche humaniste, celle qui m'avait élevé, celle de Brodin, celle de Badinter. Elle a disparu, on n'entend plus aucune de ses voix. La gauche a été littéralement confisquée par l'option répressive de la droite. Et dans la droite, j'ai vu disparaître, à l'exception de Courson, dont on parlera encore dans les livres d'histoire dans 30 ans, j'ai vu disparaître la droite gaulliste ou démocrate chrétienne issue de la résistance. Et en fait, ceux qui sont ni de droite ni de gauche, la génération à laquelle vous faisiez allusion, ceux qui sont ni de droite ni de gauche,
on rejoint cette espèce de course à l'abîme de manière pour moi extrêmement surprenante et, j'ose le dire, décevante. François Sureau, vous avez des mots très durs contre ce que vous appelez l'effarante loi sur la haine en ligne qui a été adoptée en juillet dernier. En se fondant sur la répression de la haine, je vous cite, la loi introduit désormais la répression pénale à l'intérieur de la conscience. Oui. Expliquez-nous cette phrase et dites-nous quoi alors, s'il faut en prendre son parti, s'habituer à la haine en ligne, à la chasse en meute, à la violence verbale. Dites-nous pourquoi cette loi est effarante. Je vais commencer par la fin. Alors qu'elle a de bonnes intentions, j'imagine. Je vais commencer par la fin. Et je voudrais dire sur la fin que les intentions sont bonnes, et la plupart des intentions sont bonnes en ce domaine. L'intention de plus de sécurité est bonne, l'intention de réprimer les discours haineux, antisémites, horribles, affreux est bonne, je les partage entièrement. Ce que je pense en revanche, c'est que la liberté n'existe pas sans les inconvénients de la liberté. Ça, c'est quelque chose que nous avons complètement oublié. La liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'être, la liberté d'aller et venir suppose que cette liberté puisse, réserve faite de la provocation à la haine raciale ou de la provocation au meurtre individuel, ceci suppose que la liberté, au fond, puisse blesser, puisse déranger, puisse conduire à l'hostilité, puisse conduire à l'émeute, puisse conduire en réalité au mouvement. Nous ne sommes pas des Aztèques. Notre but n'est pas de fabriquer une société parfaite dans la crainte du déferlement du chaos. Notre but, ça a toujours été dans l'histoire. C'est ce que Malraux disait quand on disait que l'histoire de l'Occident était l'histoire d'une mise en question devenue folle. Notre but, c'est de donner à notre incertitude ontologique, à notre doute sur la meilleure forme politique possible, un mouvement qui, grâce à l'aliment de la liberté, nous permette de progresser dans l'histoire. Tout ce qui conduit à brider ce mouvement, à l'arrêter, à le foutre entre parenthèses, même pour les meilleurs motifs, est quelque chose de dangereux pour notre être même. Et même si le peuple le veut, même si les gens le réclament. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous avons une constitution. C'est la raison pour laquelle nous avons une constitution. C'est la raison même pour laquelle nous avons un contrôle de constitutionnalité qui n'est pas fait par des gens élus, parce qu'il existe à l'intérieur de notre être politique quelque chose à quoi même le peuple ne peut pas toucher, le désirerait-il, et qui sont ce que le préambule appelle les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Pourquoi, François Sureau, réclamez-vous le plein exercice du droit de haïr ? Est-ce que haïr, c'est un droit de l'homme et du citoyen ? Ah oui, bien sûr. Bien d'abord, je rappelle que quand même, nous sommes devenus extrêmement puceaux avec ces histoires. La République est née de la haine des tyrans. Quand j'entendais au moment des Gilets jaunes, les membres du gouvernement républicain s'étonnaient qu'on ait bousillé une statue de mauvaise facture sous l'Arc de Triomphe, comme si on avait profané quelque chose de... Mais la Révolution n'a jamais fait rien d'autre. Dans l'espoir fou du progrès et de l'émancipation individuelle et collective, dans l'espoir de ce que Sartre appelle le salut laïque à la fin des mots, la Révolution a voulu briser les idoles, celles-là comme les autres, les rois à Saint-Denis, comme les statues maintenant, qu'on prétend respecter pour oublier que les gens sont malheureux. Donc c'est légitime, c'est légitime de défoncer une statue à l'Arc de Triomphe, c'est ce que vous dites ? La question n'est pas celle-là. La question est qu'il n'est certainement pas légitime et ça doit être puni une fois que c'est fait. Mais la construction d'un ordre répressif a priori qui empêche tout risque de cette nature, cette construction-là, elle est blâmable parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est le mouvement même de la République. J'ai toujours eu l'impression qu'avant le XVIIIe siècle, nous vivons dans les meilleures intentions du monde, y compris celle du salut, dans une société de la peur, et que la grandeur du XVIIIe est de nous avoir libérés de ça. Nous sommes en train de faire mouvement, à l'heure actuelle, vers mouvement arrière, vers à nouveau une société de l'archaïsme et de la peur, et notamment une société qui mélange sans cesse la morale et la norme. C'est devenu presque notre caractéristique. Et donc, la liberté du XVIIIe siècle, c'est quoi ? Ça n'est pas le droit pour chacun de faire ce qu'il veut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que cette liberté est limitée par celle des autres. La liberté, au sens du XVIIIe, c'est la liberté de privilégier partout, Bernanos le dit très bien, le sentiment que chaque citoyen a de la liberté d'autrui. C'est ça le sentiment de la fraternité politique. S'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de société politique. Il y a simplement des hommes ou des groupes qui réclament à l'État de faire respecter ses droits au détriment du droit des autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Chaque minorité réclame son droit. C'est ce qui se passe et c'est ce qui signe la mort de la société politique. À la fin, que va-t-il se passer ? À la fin, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va se passer que
nous n'aurons plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons absolument plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons plus cet idéal de la société politique et du progrès vers une société meilleure. Et nous n'aurons plus que le culte de la nature. C'est ce que nous voyons sous nos yeux se développer. Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous prendriez face à la violence et à l'impunité des Black Blocs ? Merci, ajoute-t-il. Oui, c'est très simple, il existe un code pénal. Le fait qu'on le change pratiquement une fois par an depuis 15 ans en pure perte, alors que c'est un des codes pénaux les plus répressifs de l'espace européen, permet de répondre à la question, les Black Blocs, eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on sait qu'une manifestation peut être dangereuse, et depuis 1930 en France, on a la possibilité de l'interdire, mais non pas de contrôler individuellement les manifestants qui, eux, ne sont pas des Black Blocs et qui voudraient y participer, ce qu'a fait la loi anti-casseurs. Ou bien on ne l'interdit pas et on casse, on chope les gens et on les fourre au ballon. Ça s'appelle le code pénal, ça existe comme ça pratiquement depuis l'ancien code d'instruction criminelle, il suffit de le respecter. D'un mot, vous pouvez nous dire ce que vous avez contre le projet d'immatriculation des bicyclettes? C'est l'un des points les plus brûlants de votre livre. Ah oui, non mais je trouve ça, non mais si vous voulez, ça fait partie des choses, ça fait partie des multiples petites choses qui s'accumulent, parce que je vous ai parlé des trucs très sérieux, les lanceurs de balles de défense, les mutilations, l'interdiction de manifester, la loi Avia, et puis vous avez tout le climat de ça. Vous avez le fait que, par exemple, quand je vais allumer ma pipe dans 30 secondes dans ce studio, tout va sonner. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'allumer votre pipe. Voilà, exactement, je n'ai pas le droit. Vous allez allumer votre pipe. Je vais vous raconter une histoire qui va exactement vous... voilà. Le père de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, est dans un compartiment de chemin de fer. Il est dans un compartiment de chemin de fer en Écosse. Il y a là un type qui baisse son pantalon et qui défèque. Une puanteur épouvantable se répand dans le compartiment. Le père de C.S. Lewis allume sa pipe et tout le monde lui tombe dessus en lui disant « Vous ne pouvez pas fumer ». Le monde moderne, c'est ça, y compris pour l'immatriculation des vélos. Vive la liberté. Merci beaucoup, François Sureau, d'avoir été au micro d'Inter. C'est une fois encore un très grand plaisir de dialoguer avec vous et de vous lire Sans la liberté, collection Tract chez Gallimard. Merci encore et n'allumez pas cette pipe dans le studio, s'il vous plaît. Sinon, c'est notre faute à nous. Je suis fâché, je voulais qu'on récite ensemble le préambule de la déclaration, mais ça sera pour une autre fois. Avec plaisir. Vous reviendrez.